On pourrait croire que faire une carte, c'est simple, mais en réalité, c'est un des défis scientifiques les plus incroyables qui soient. La question, c'est comment on fait pour prendre notre planète, qui est immense en 3 dimensions, et la mettre à plat sur une feuille de papier. C'est tout le sujet qu'on va explorer aujourd'hui. Voilà, c'est ça le problème de base. Prenez une orange et essayez d'aplatir sa peau. Mission impossible, non? Ça se déchire, ça se déforme dans tous les sens. Eh bien, la surface de la Terre, c'est exactement le même dilemme, mais à une échelle cosmique. C'est le casse-tête qui a occupé les cartographes pendant des siècles. Et la science qui s'attaque à ce grand défi, eh bien, elle porte un nom. C'est la topographie. L'étymologie, qui nous vient du grec, est assez parlante. Topo, le lieu, et graphène, décrire. Donc littéralement, décrire un lieu. En gros, c'est l'art de prendre des mesures sur le terrain pour pouvoir ensuite les dessiner sur une carte. Bon, avant même de penser à aplatir quoi que ce soit, il y a une première étape cruciale. Il faut savoir de quoi on parle. Quelle est la vraie forme de la Terre? Et là, première surprise, ce n'est pas du tout une sphère parfaite. Alors voilà la bête. Ça, c'est le géoïde. C'est la forme la plus juste, la plus proche de la réalité physique de la Terre. Imaginez le niveau moyen des océans et prolongez-le sous les continents. Ça donne cette patate. C'est bosselé, c'est irrégulier parce que ça suit les variations de la gravité terrestre. En un mot, c'est la vraie forme de la Terre. Le problème, c'est un cauchemar mathématique. C'est tellement complexe qu'on ne peut faire aucun calcul fiable dessus. Du coup, les scientifiques ont dû être malins. Ils ont créé une sorte de doublure de cinéma. Et cette doublure, c'est l'ellipsoïde. C'est une forme géométrique, elle, parfaitement lisse, un peu comme un ballon qu'on aurait légèrement écrasé au pôle. Ce n'est pas la Terre, on est d'accord, mais c'est un modèle mathématique super propre sur lequel, là, on peut faire tous les calculs dont on a besoin. C'est une simplification, oui, mais une simplification géniale. Et là, on voit parfaitement la différence. D'un côté, le géoïde, la réalité complexe, un peu chaotique. De l'autre, l'ellipsoïde, le modèle propre, parfait, mathématique. En pratique, les cartographes travaillent donc avec l'ellipsoïde pour tous leurs calculs, mais ils gardent toujours le géoïde en tête comme la référence du monde réel. Alors, on pourrait se dire, à quoi sert le géoïde s'il est si compliqué? Eh bien, il est essentiel pour une chose, l'altitude. Quand on dit qu'une montagne fait 8000 mètres, c'est 8000 mètres par rapport à quoi? Par rapport au géoïde, notre fameux niveau de la mer. Donc, pour résumer, l'ellipsoïde, c'est pour la position sur la carte, et le géoïde, c'est pour la hauteur, l'altitude réelle. Ok, on a notre modèle, l'ellipsoïde, super. Maintenant, comment on fait pour donner une sorte d'adresse postale à chaque point sur cette surface? Il faut bien un système pour se repérer. Et c'est là qu'intervient le système de coordonnées. L'idée, c'est de dessiner un quadrillage imaginaire sur notre globe. On a d'abord des lignes horizontales, ce sont les parallèles, ce sont des cercles qui font le tour de la Terre, et le plus grand de tous, c'est bien sûr l'équateur. Et puis on a des lignes verticales, les méridiens. Eux, ce sont des demi-cercles qui vont tous du pôle nord au pôle sud. Et ce quadrillage, en fait, il ne sert qu'à une chose, définir des angles. C'est ça qui est génial. Chaque point sur la surface de notre globe peut être localisé de manière unique grâce à 2 angles, mesurés depuis le centre de la Terre. Et ces 2 angles, ce sont la latitude et la longitude. Pour être bien clair, la latitude, c'est l'angle qui nous dit à quelle hauteur on se trouve par rapport à l'équateur. Et la longitude, c'est l'angle qui nous dit à quelle distance on est, vers l'est ou vers l'ouest, d'une ligne de référence, le fameux méridien de Greenwich. Et voilà, avec ces 2 chiffres, ces 2 angles, on a une adresse unique et universelle pour n'importe quel endroit sur la planète. Bon, récapitulons. On a un modèle simplifié, l'ellipsoïde. On a un système d'adresses, latitude et longitude. On est bien, là. Mais maintenant arrive le plus dur, le moment où il faut revenir à notre problème de peau d'orange, l'aplatissement. C'est l'étape qu'on appelle la projection cartographique. Et là, il faut tout de suite dire une chose très importante. Il n'y a pas de solution parfaite. C'est impossible. Chaque projection est forcément un compromis. Si on essaye de garder la forme des continents intacte, on va déformer leur taille. Si on veut que les surfaces soient justes, on va tordre les formes. C'est inévitable. C'est le grand dilemme, le sacrifice obligé de la cartographie. Alors, des systèmes de projection, il en existe des centaines. Mais pour faire simple, on peut les regrouper en 2 grandes familles. D'un côté, la projection cylindrique, la plus connue étant celle de Mercator, et de l'autre, la projection conique, comme celle de Lambert. Et bien sûr, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Prenons la projection cylindrique. Imaginez qu'on enroule une feuille de papier autour du globe pour former un cylindre, et qu'on projette l'image dessus. C'est le principe de la carte de Mercator. Son gros avantage, c'est qu'elle conserve les angles, ce qui est génial pour la navigation. Mais le défaut, et il est énorme, c'est qu'elle étire tout ce qui est près des pôles. C'est la fameuse carte où le Groenland a l'air aussi grand que l'Afrique, alors qu'en vrai, l'Afrique est 14 fois plus grande. Maintenant, la projection conique.
Là, au lieu d'un cylindre, on imagine qu'on pose un cône sur une partie du globe. La projection Lambert, par exemple, fonctionne comme ça. On dit qu'elle est conforme, un mot un peu technique pour dire qu'elle respecte super bien les formes, mais à une échelle locale. C'est pour ça qu'elle est parfaite pour cartographier des pays qui se trouvent à des latitudes moyennes, comme la France, par exemple. Tout ça, c'est bien beau, mais ça reste des maths, de la géométrie, des concepts un peu abstraits. La question, c'est comment on fait le lien entre tout ça et le bout de trottoir juste devant chez soi? Comment on ancre la carte dans la réalité du terrain? La réponse tient en 2 mots, le réseau géodésique. Il faut voir ça comme le squelette invisible du pays. C'est un ensemble de points de référence sur le terrain dont on a calculé les coordonnées avec une précision absolument folle. C'est ce squelette qui va permettre d'accrocher la carte au monde réel. Et comment on construit ce squelette? Par une technique qui s'appelle la triangulation. C'est assez simple dans le principe. On part de quelques points dont on connaît la position. De là, on vise un nouveau point et on mesure très précisément les angles. Ça forme un triangle. Et à partir de ce nouveau point, on en vise un autre et ainsi de suite. De proche en proche, on tisse une immense toile d'araignée de points de contrôle qui couvre tout le territoire. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. C'est la concrétisation de tout ce qu'on vient de dire. Ce sont les repères géodésiques. Ces petites bornes, ces médaillons en métal qu'on peut trouver scellés dans un mur, un rocher ou au sol, ce sont les fameux points de notre réseau. Chacun d'entre eux a une carte d'identité ultra précise, ses coordonnées X, Y et son altitude Z, connue au millimètre près. Et attention, ce n'est pas juste un truc pour les géographes. C'est absolument fondamental. Chaque fois qu'on construit un pont, une route, un tunnel, un immeuble, la toute première chose que font les ingénieurs, c'est de se caler sur ces repères. Ce réseau, c'est la fondation invisible sur laquelle repose toute notre infrastructure moderne. Rien que ça. Au final, quand on y pense, une carte, c'est tellement plus qu'un simple dessin. C'est le résultat d'un voyage intellectuel absolument dingue. On part de la forme bizarre et chaotique de la Terre, on la transforme en un modèle mathématique parfait, on lui invente un système d'adresse universel, on choisit le moins mauvais moyen de l'aplatir, et enfin, on ancre le tout dans le sol avec des bornes en métal. Alors la prochaine fois qu'on regardera une carte, est-ce qu'on verra juste une image ou la solution géniale à un problème quasi impossible?